Juste un peu d'attention et peut-être, oui, peut-être, ça aurait été autrement. Nous aurions été des enfants normaux et pas des enfants soldats. Oui. Soldats de plomb. Soldats de plomb. Ça ne pouvait finir qu'en drame. Quand nous étions dans cette cave et que tout notre escadron s'est mis à sniffer de la cam. Soldats de plomb. Soldats de plomb. Bonjour Malik. Bonjour. Ça fait tellement plaisir de retrouver le petit garçon qui a bien grandi et qui revient sur la scène de l'Opéra National du Rhin. Une des premières paroles que les gens vont entendre dans quelques minutes. J'avais 12 ans quand j'ai rencontré Camus. Quel bonheur. Je trouve que c'est symboliquement beau. En fait, Camus parle beaucoup de l'enfance, de la jeunesse, de la fidélité aux siens, de la fidélité à des lieux, de la fidélité finalement à un état d'esprit qui s'incarne. Et moi, le fait d'avoir ce lien si particulier à Strasbourg, pour moi, Camus c'est Alger et moi c'est Strasbourg. Et c'est vrai que de pouvoir être là, sur la scène de l'opéra, déclamer, c'est beau, je trouve, parce que ça fait, encore une fois, ça fait sens, et c'est comme si d'une certaine manière ça me lie encore un peu plus à Camus, et c'est beau. Cette fidélité à Strasbourg, elle est étonnante. Je te rappelais tout à l'heure, quand on marchait pour cette interview, une interview à la librairie Kléber, c'était juste avant que Allah sauve la France, si ma mémoire est bonne, où tu disais devant tout le monde, de toute façon, quoi qu'il arrive, dans mon film, la cathédrale, elle sera là, parce que je ne vois qu'elle depuis toujours. Bien sûr. C'est formidable, ça. Ouais, c'est formidable, et en même temps, pour moi, c'est naturel, c'est normal. On ne peut pas grandir de la bonne manière, évoluer de la bonne manière, s'il y a une rupture avec d'où on vient, en fait. C'est en sachant vraiment d'où on vient, en étant finalement très attaché, j'ai envie de dire, à son lieu d'origine, à l'endroit où la graine a été plantée. C'est comme ça qu'on continue à être fort, en fait, et surtout à savoir où on va, et j'ai envie de dire à marcher droit. Un petit garçon au bord de la délinquance qui rencontre, grâce à une prof de collège, qui rencontre la littérature, la culture, l'autre, l'universel, qui progresse au point de devenir un des artistes les plus forts de la scène française. C'est une belle histoire que la République fabrique. Ben ouais. Moi je suis quand j'étais plus jeune, il y avait une phrase que ma mère disait quand j'étais enfant. Elle disait le péché, c'est de perdre espoir, en fait. C'est lorsqu'on n'a plus d'espoir. Et on doit toujours garder espoir, quoi qu'il advienne. Et c'est vrai que quand on part comme ça, avec des paroles comme ça dans la tête et dans le cœur, ben forcément, il y a cette chose de dire que finalement rien n'est impossible. Et que la France, nos institutions, enfin, c'est un merveilleux endroit finalement qui nous donne les bases pour pouvoir devenir qui on doit devenir. Et donc voilà, c'est pour ça que je parle de tout ça, c'est pour ça que ces thématiques-là sont des thématiques importantes, c'est pour ça que je pense que toutes les solutions se trouvent dans la culture, le savoir, l'éducation. Voilà. Alors on va suivre ton spectacle et puis au-delà de tout ça, on te suit. C'était échangé en langue humaine à cause de l'héroïne qu'elle s'était injectée dans les veines. Soldatesse fatiguée, soldat de plomb. Soldat de plomb. Certains de mes proches, de mes frères, décidèrent de faire... C'est vrai que Jacques Derrida, on a une idée très intellectuelle de lui, vu l'ampleur de son œuvre philosophique, mais on oublie quand même que c'est une écriture très corporelle, très solaire, très sensuelle. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il a écrit beaucoup de choses autour de la calligraphie, autour de la philosophie comme une sorte de conte qui se développe en posant des questions, exactement comme l'héroïne des Mille et une nuits doit parler pour essayer de continuer à vivre. Il y avait un côté conteur oriental, l'Algérie était sa terre natale, et c'est vrai qu'en lisant certains livres,
de Derrida, notamment concernant l'hospitalité, la politique de l'amitié. On se dit qu'il était une sorte de frère d'Albert Camus. Et il y a vraiment des textes de Derrida qui appellent comme ça la beauté de la lumière algérienne, la proue de civilisation de ce bloc géographique qui était cette partie de la Méditerranée, et aussi ce désir d'universalité qui résonne dans toute l'œuvre de Derrida. Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le vivre ensemble. L'enthousiasme ne faiblit pas. Oui. C'est une question de... C'est-à-dire qu'au bout de ces 20 ans, il s'est constitué un réseau d'auteurs amis qui amènent d'autres amis, de libraires, de quelques journalistes. C'est ce réseau-là, au fond, qui maintient cet enthousiasme. C'est beaucoup une question d'amitié. Hein. L'édition, c'est beaucoup une question d'amitié. Je dirais que si je regarde la liste des auteurs, à la fin de nos livres, il y a chez le même éditeur, donc il y a tous les livres. Donc je peux regarder tous les auteurs comme ça vite fait, et bien finalement il n'y a que des amis. Bonjour Olivier Besancenot. Bonjour. Que faire de 1917 une révolution confisquée? C'est ce qui vous fait venir aujourd'hui à Strasbourg. Tout à l'heure, je posais la question à Eric Hazan juste avant vous. Que reste-t-il de 1917? Et il me disait, déjà, dire que reste-t-il, c'est déjà presque pas trop ce que j'ai en tête. C'est votre cas aussi? Ouais, parce que je crois au moins à des processus continus et des filiations maintenues dans l'histoire. S'il doit vraiment rester, et s'il faut garder cette expression quelque chose de la révolution de 1917, c'est l'idée de la révolution et de savoir comment on peut la conjuguer au présent. Donc, en essayant de tirer du passé ce qu'il y avait d'exaltant, de positif, de collectif, et il y en a eu beaucoup dans la révolution russe, contrairement à ce que laissent entendre les historiographies un petit peu officielles, celles de l'Ouest comme celles de l'Est d'ailleurs, on voit toujours les choses vues d'en haut, et en même temps en tirant les contre-exemples, c'est-à-dire tout ce qui n'a pas fonctionné. Il y a plein de choses qui ont dysfonctionné, notamment le fait qu'une révolution a été dénaturée, trahie et a abouti à un totalitarisme terrible. Donc c'est comprendre comment le bureaucratisme voit le jour en fait. Ce qui m'intéresse dans le cadre de cette interview, très rapidement bien entendu, c'est de savoir à quel moment de votre vie, de jeune homme je pense, d'ado peut-être, est intervenu pour le tout premier instant la notion de révolution de 1917. À quel moment vous avez été impacté par ça et qu'est-ce qui a suivi? Moi c'est pas compliqué, c'est en militant. J'ai commencé à militer à l'âge de 14 ou 15 ans. J'ai eu l'idée saugrenue de rentrer dans une organisation à laquelle j'appartiens toujours, en tous les cas sa descendance maintenant, c'était la Ligue communiste révolutionnaire. Et pour moi, l'idée de la révolution, c'était plutôt le Tché, c'était la commune. Mais évidemment, en interne, on m'a parlé de la révolution russe. C'est la première fois que j'en ai entendu parler. Voilà, parce que c'était générationnellement, je pense que c'était déjà pas mon histoire. Et même en ayant été beaucoup biberonné de cette histoire-là, en réalité, pendant très longtemps, je suis resté à distance, malgré tout. Pour plein de raisons, des bonnes et des mauvaises. Et en tous les cas, aujourd'hui, je me suis repenché un peu sur le sujet. Et je me rends compte à quel point c'est un sujet qui mérite que, quels que soient les a priori, on la réétudie de près, parce que ça parle de nous, ça parle de nos semblables, ça parle d'un mouvement qui vient du bas. Voilà, moi, c'est cette idée-là qui m'a parlé. Merci Olivier Besancenot. Merci à vous. Mais les hommes se pensent comme si les saisons en eux alternaient dans un autre ordre. Comme si miroir déformant, ils ne pouvaient souffrir la ressemblance. Tous ces milieux se croyant différents. La liberté d'écrire, c'est quelque chose qui semble être acquis ailleurs, mais qui ne l'est pas dans d'autres territoires. Défendre le droit à l'imaginaire, à la fiction, à la littérature, à la création, c'est défendre quelque chose qui n'est pas acquis et qui n'est pas tout le temps acquis. Oui, bien entendu. Alors, donc vous parcourez les villes de France, les studios de télévision également, pour promouvoir ce livre, bien entendu. On en a un petit aperçu ici avec les bibliothèques idéales. Vous êtes sous protection en permanence. Les gens sont autour de vous, ils font attention à vous, ils prennent soin de vous. Comment vous vivez ça, vous, personnellement? C'est pas évident, non? Je n'aime pas le mot protection. Je pense que peut-être il y a de la vigilance, il y a du souci et de la prévenance. C'est les gens qui m'invitent dans des villes un peu partout, pas uniquement en France et pas uniquement en Europe. Mais je pense que je n'aime pas mettre en avant cette condition, cette situation. Je pense qu'une situation de menace, elle est vécue par tout un chacun maintenant, par le passant, par celui qui s'attable à une terrasse à Paris, par un touriste en Tunisie, par
par beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent de ces situations-là. Je ne vois pas pourquoi c'est à moi de me mettre en avant par rapport à une lycéenne kidnappée au Nigeria ou à une fille violée en Syrie, etc. Je pense que c'est la situation du monde qui est comme ça, pas uniquement celle de Kamel Daoud. Vous avez quasiment abandonné le journalisme. Enfin, il y a quelques collaborations en cours. Vous consacrez maintenant à votre fonction d'écrivain, enfin, votre métier d'écrivain, votre vocation d'écrivain. Comment vivent vos compatriotes? Qu'est-ce qu'ils en pensent de ça? Ils ne vous retrouvent plus tous les matins dans les colonnes du Matin d'Oran avec ces éditos que vous avez publiés d'ailleurs, qu'on a revus. Il y a beaucoup de sollicitations, beaucoup de pression pour que je revienne au journalisme quotidien, aux commentaires quotidiens de l'actualité en Algérie, parce que pour beaucoup de gens, je découvre que c'était très important, c'est quelque chose qui leur permettait d'avoir un avis, une opinion, un éclairage sur l'actualité, un peu d'audace contagieuse aussi. Donc c'est vrai qu'il y a une énorme sollicitation, autant par mes pairs que par les gens que je rencontre quand je fais des rencontres dans les villages et les villes algériennes. Sauf que cela ne permet pas de se consacrer totalement à ce que je veux, la littérature. Je n'arrive pas à faire les deux à la fois. Donc je maintiens un petit peu des petites fenêtres ouvertes en écrivant des opinions par-ci par-là. Mais pour revenir au journalisme algérien, je suis face à une situation qui est celle de la tentation permanente, parce que la chronique est une drogue, est une addiction, est un sentiment de plénitude, d'engagement. Mais en même temps, je me réserve pour une sorte d'élan beaucoup plus grand, celui du roman ou du récit. Merci Kamel. Merci à vous. Merci. Les câbles pendent. Il roulait vite pour pas se faire prendre. L'explosion sonna, boum, et il se fit pendre. Vous êtes plongé dans un univers glauque, tout à fait, qui fut tout à fait dangereux à l'époque. Est-ce que vous en êtes ressorti intact de cette plongée? Ça m'intéresse beaucoup après avoir lu votre livre. Il semblerait, en tout cas. Ouais. Non, le départ était compliqué. Le départ était compliqué parce que, en fait, juste un peu après le début du projet, j'ai d'abord commencé par me protéger. En fait, j'ai lu des choses sur les grands criminels, les sadiques, etc., etc. Mais à un moment, il a fallu quand même monter sur le ring avec affronter Mengele. Et là, ça a été compliqué. Là, ça a été compliqué parce que vous lisez des choses horribles, où j'ai dû lire aussi des choses sur les médecins nazis, même si mon livre porte sur l'après-guerre, et c'est ça, moi, qui m'intéressait, c'est ce que la vie l'a puni ou pas, même s'il n'a pas été arrêté, s'il n'a pas été jugé. Mais à partir du moment où j'avais compris comment j'allais raconter cette histoire-là, comment décrire cette chute, en fait, cette plongée dans les abysses de Mengele, comment finalement lui passer une corde autour du cou et tirer lentement mais sûrement autour, l'attendre, là il y a eu un vrai soulagement. Là par exemple, il y a 20 ans, on n'aurait pas écrit un livre comme ça. Il y a 20 ans, on serait allé voir des survivants ou des anciens SS, on aurait fait un document avec voilà, le devoir de mémoire. Le devoir de mémoire c'est important, mais moi dans ce livre, ma première préoccupation, c'est pas le devoir de mémoire. Ma première préoccupation, c'est le mal existe. Il ne faut pas grand-chose, en fait, pour qu'un système... Si vous changez de système, ce qui était le cas chez les nazis ou chez les bolcheviks, le mal peut très très rapidement s'exprimer. Et en toute bonne conscience, parce qu'en fait, le système l'autorise et l'encourage. Et donc oui, il est partout, entre guillemets, mais comme le bon est partout, mais tout ça, voilà, on marche sur une crête. Et Mengele est le symbole, en fait, qu'on peut très rapidement tomber de l'autre côté de la crête et faire des choses absolument abominables parce qu'un système vous encourage à le faire et vous y autorise. Pourquoi tu veux savoir? Emmène-moi dans ton île. Bonsoir Léopoldine. Bonsoir. On est juste au sortir de la scène, 10 minutes après les effusions des artistes entre eux. Bon, plein de compliments à te faire, je ne te les fais pas, ils sont déjà faits. Comment tu te sens là en ce moment précis? Je ne sais pas trop où je suis, je ne suis pas tout à fait dans mon corps. C'est difficile de mettre des mots, c'est vraiment des sensations qu'on a après. C'est un moment que j'attendais avec grande impatience et en même temps avec beaucoup d'appréhension.
Et j'avais envie d'en profiter le plus possible au moment venu, qu'on soit tous là, complètement là, que ce soit les gens qui sont sur scène et dans la salle, qu'il y ait une sorte de quelque chose d'un peu spirituel qui se passe. Et moi, ça m'a vraiment mis dans cet état de fébrilité qui oui, fait que je ressens tout, en fait. Je deviens extrêmement poreuse à toute émotion, à toute sensation. Et j'espère que c'est quelque chose qui se communique, même dans un aussi grand endroit que l'opéra. Je crois que les gens ont envie de moments forts comme ça, de moments inédits et puis uniques. Et je suis très heureuse qu'on ait pu proposer ça parce que j'ai l'impression qu'à Strasbourg, on peut vraiment vivre ce genre d'événements de plus en plus. Et je suis vraiment très heureuse d'avoir pu en proposer un. Un disque qui marche du tonnerre, après, qui est primé, etc., après un début de carrière, lui aussi très, très remarqué. Pour la jeune femme que tu es, un heureux événement qui se profile dans pas trop longtemps, oui. C'est que du bonheur, non? Oui, ouais. J'essaye, j'espère que tout le monde le fait, mais c'est vrai que moi j'essaye de vivre les moments les plus heureux possibles. Dans ce court passage, comme dit Barbara, on est vraiment là de passage. Et il y a cette phrase dans l'île aux Mimosas, il y a si peu de temps entre vivre et mourir qu'il faudrait bien pourtant s'arrêter de courir. Voilà, il faut de temps en temps se dire, tiens, mais qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui est essentiel? C'est ça, ce moment-là. Je vais tout faire pour qu'il arrive et voilà. Tu veux que je te dise, Léopoldine, ne change pas. À bientôt. D'accord, à bientôt. À bientôt. Avec plaisir. Quel beau succès pour ce premier dimanche à l'Opéra, avec notamment les rencontres avec Abd al-Malik et Kamel Daoud, sans oublier l'hommage à Barbara concocté par Léopoldine H.H. Pour ce lundi, jour de quasi-relâche, avec la migration des BI à leur salle de l'Aubette, place Kléber, jusqu'à la fin de la semaine, un seul rendez-vous prévu à 17h30 autour d'Aldo Nouari sur le thème de Nul ne guérit de son enfance. 3 autres écrivains avec lui sur scène, Timothée de Fontbelle, Marion Vernoux et Jean-Baptiste Andrea. Oh, je sais que loin des villes, sous tes fureurs assassines, tournent des rondes enfantines. Emmène-moi dans ton île, loin des rumeurs de la ville. Tu devais croiser ma route et m'aimer coûte que m'en coûte.